Bien, bonjour à tous. On va faire tout de suite le bilan le sommaire de notre ZCL de ce jeudi exactement 13 avril. Réunion entre l'Agence des 50 pas géométriques et les maires de la Basse-Terre, ça s'est fait à Trois-Rivières, sur la question du transfert des terrains. On va faire le point tout à l'heure avec Michel Depape. On rencontre avec les organisations professionnelles, la région, l'association des maires. Tout cela, ça s'est fait hier aussi. Olivier Félix était sur place. La conférence de presse des 6 jours du Crédit Agricole, vous savez que c'est la grande course de cette période, un petit peu avant le tour, qui permet aux cyclistes de se remettre en jambes après le championnat de l'autre semaine. Et puis, on va terminer, on va peut-être même commencer tout à l'heure avec la rencontre d'Elisabeth Borne, première ministre française, avec une délégation des Kanaks et des Calédoniens. C'était bien sûr à l'Élysée, puisque à Matignon, vous le savez, la venue institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaki, n'est pas encore totalement fixée. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y avait cette rencontre. Sinon, nous allons recevoir aujourd'hui, dans un instant, on l'espère en tout cas, Sylvie Némorin et Cédric Angol. Ce sont des gens du pôle entrepreneuriat de la CCIG, un conseiller technique et un chef de pôle. Un peu plus tard, il y aura un débat. Oui, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Le jeudi, il y a un débat vers une décolonisation de la pensée. C'est-à-dire qui gens pour faire que le cerveau va fonctionner quand il doit être, pour ne pas faire ça, ou pas envie de faire, ou pas envie de faire. Et puis, on va terminer, bien sûr, avec la chronique S2M de Sandy Kelly. Ce sera tout à l'heure vers 13h40. Pour l'heure, on démarre. C'est parti sur l'agence des 50 pas géométriques et la rencontre avec les maires du Sud Basse-Terre sur le transfert des terrains à l'État. C'est une question très délicate. Reportage Michel Depape. Aujourd'hui, nous avons une réunion avec une partie des maires de l'association des maires pour leur expliquer dans quel cadre les communes sont consultées. Il faut savoir qu'à compter du 1er janvier 2025, le conseil régional doit récupérer des terrains qui appartiennent actuellement à l'État dans les espaces urbains de la zone des 50 pas. Et la loi prévoit justement 2 étapes pour ce transfert. La première étape, c'est de délimiter les espaces urbains. Et la deuxième, c'est de transférer les terrains au sein de ces espaces urbains. Donc là, les communes sont consultées sur la première étape, qui consiste à justement donner leur avis sur la cartographie qui a été établie par des acteurs publics, l'agence, le conservatoire du littoral, l'ADA, la DRFIP notamment, pour pouvoir savoir est-ce que c'est opportun, est-ce qu'ils valident ou pas le zonage qui a été proposé, comme les PLU en fait. Ce qui ressort aujourd'hui est que c'est une question qui demeure être toujours difficile. C'est une question effectivement de responsabilité. Toutefois, les maires présents préfèrent à ce que dans une concertation commune, nous adoptions une position responsable au profit de nos populations et en respectant aussi notre mission, c'est-à-dire administrer nos collectivités. Il appartenait donc aux maires de porter des précisions, d'essayer d'en savoir un peu plus sur la manière dont les choses vont se dérouler, vont se passer. Cette passation justement entre l'agence des 50 pas géométriques, l'État et puis la région qui dorénavant va avoir la gestion de ces espaces-là. Donc il était important pour nous de trouver un espace qui est la réunion d'aujourd'hui pour pouvoir échanger. Et ensuite après, surtout, dire que la temporalité n'est pas forcément celle que nous souhaitons. L'urgence ne peut pas nous permettre de prendre des décisions en tant que responsable de nos territoires, en tant que maire. Donc il est important qu'on puisse obtenir des délais supplémentaires de façon à mieux appréhender cette question importante. On ne pose pas de problème sur cette dimension technique, mais on est confronté, nous, on est en relation avec la population, on est en relation avec les gens qui habitent sur le littoral. On est là pour préserver le littoral, mais il y a aussi des gens qui habitent, il y a des habitudes, il y a des pratiques. Et donc cette décision-là mérite qu'on prenne du temps avec la population, qu'on prenne du temps avec nos habitants, nos administrés qui sont sur le terrain. Mais on voit bien, par exemple, quand on regarde comment a été transférée la question de la GEMAPI vers les agglos, on voit les difficultés aujourd'hui de l'agglo du Sud Basse-Terre d'intervenir dans les rivières par rapport à sa capacité financière. Donc c'est des dossiers qui sont transférés dans les collectivités. Après, on a des difficultés pour gérer. Avant de transférer donc ce dossier-là à la région, d'avoir précisément les dossiers qui sont en cours et les dossiers aussi qui sont des dossiers conflictuels parce qu'il y a des administrés qui nous disent c'est notre terrain. Donc à un moment donné qu'il y ait un arbitrage et ne pas laisser le maire face à cet administré demain matin pour qu'on soit en conflit avec eux.
Voilà, on vous l'a dit, c'est une question qui est très délicate puisqu'il y a des gens qui, depuis des décennies, habitent ou ont construit au bord de la mer, ce qu'on appelle les 50 pas géométriques. Et aujourd'hui, les déloger sur une réquisition de l'État ou de la région, c'est quelque chose de très délicat. Et donc, vous avez bien compris que l'ensemble des maires demandent bien que cette décision soit prise de façon, bon, non pas unilatérale, mais de façon concertée. Et c'est donc quelque chose qui va se faire, probablement, mais ça prendra le temps qu'il faut. On va partir tout de suite à Paris. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la deuxième journée de manifestation contre la retraite, contre la loi sur la retraite. Et vous savez aussi que c'est demain, le Conseil constitutionnel français va se prononcer sur le 49.3, sur cette proposition de loi faite par le président de la République française, le Sénat français et l'Assemblée nationale française. Est-ce que demain, les choses seront résolues? Personne aujourd'hui ne peut se prononcer. On attend demain. Et aujourd'hui, en France, il y a une manifestation qui a rassemblé près de 600 000 personnes, dit-on, pour l'ensemble du territoire. En Guadeloupe, pas de mobilisation ce matin, mais des manifestations sont prévues. Mais nous revenons à Paris, où la première ministre française a rencontré, Madame Elisabeth Borne a rencontré des délégations des Kanaks et des Calédoniens. Les Kanaks, ce sont ceux qui sont pour l'indépendance, et les Calédoniens, ceux qui veulent rester dans le giron français. On regarde ce reportage au CNews de Maurice Cessé depuis Paris. Des négociations viendra après. Pour le moment, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de poser les choses. Notre peuple a toujours refusé la tutelle. Il s'est toujours battu pour cela. Et nous allons continuer à nous battre jusqu'au moment où nous allons pouvoir trouver la solution pour sortir, en tout cas, pour mettre une fin à de cette parenthèse-là. Parce que pour nous, nous considérons cela comme une parenthèse. Et donc, à partir de là, nous avons notre trajectoire. Et cette trajectoire doit nous amener à la pleine souveraineté. Un jour, dans un délai à fixer. Sur la question du corps électoral et sur la question de l'autodétermination, nous pouvons en discuter à partir du moment où vous allez nous dire, mais on va trouver ensemble, quelle est la sortie. On n'a quasiment pas le mandat du FLNKS d'aborder ces deux questions-là. Donc on l'a abordé parce qu'ils ont souhaité en discuter avec nous. Nous l'avons abordé. On a aussi posé les choses aussi sur des sujets pour ne pas rentrer dans les détails. Disons, les positions sont tellement éloignées les unes des autres, l'une de l'autre. Notre position à nous est la position qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire grand-chose, puisqu'on a fait que dire, donner les positions du gouvernement d'un côté et puis la nôtre de l'autre côté. Voilà. En Nouvelle-Calédonie, dès l'instant où on arrive à se retrouver autour de la table, on arrive à trouver des solutions. Les clés sont dans les mains des indépendantistes. Nous, on a dit à la Première ministre, tous ensemble, que le temps des bilatérales était, à notre sens, terminé. On a tous vocation à vivre ensemble sur cette terre. Et donc, il n'y en a pas qui sont moins calédoniens que les autres ou moins aptes à discuter avec l'État que les autres. On doit maintenant avoir les discussions à trois. On est arrivé au bout de ce qu'on peut faire chacun de notre côté. C'est quand même pas à l'État d'aller nous expliquer ce que les indépendantistes ont dit et d'aller dire aux indépendantistes ce que les non-indépendantistes ont dit. On arrive au bout du dispositif. Voilà, c'est la situation en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie. Vous savez, il y a deux courants, un courant indépendantiste et un courant non indépendantiste. Et donc, ils ont rencontré la première ministre, et vous avez bien compris que pour l'instant, rien n'est encore en jeu. Je rappelle que le dernier scrutin, le dernier vote qu'il y avait eu en Nouvelle-Calédonie avait, pour l'instant, donné victoire aux loyalistes. Bien, alors, je vous l'ai dit, on attendait, et ils sont arrivés, Madame Némourin et Monsieur Angol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, puisque vous êtes venu parler un petit peu des bonnes pratiques pour transmettre ou reprendre une entreprise. Alors, on va commencer par la chef de service, c'est une femme, oui. Alors, comment ça s'organise en général, d'une manière générale? Alors, justement, c'est ça le problème, c'est que ça a tendance à pas s'organiser. C'est pour ça qu'on a décidé, nous, la CCI, avec la CCI de la Martinique et également les chambres des métiers de Guadeloupe et de Martinique, d'organiser une semaine de sensibilisation pour justement expliquer aux chefs d'entreprise qui souhaitent céder qu'il est important de s'y prendre très tôt, qu'il est important de préparer et de s'entourer, d'être accompagné pour pouvoir céder dans les meilleures conditions. Et également d'informer les créateurs d'entreprises qu'il est parfois plus simple
plus aisé et plus rapide de reprendre une entreprise déjà existante quand on veut diriger une entreprise. De créer, vous voulez dire, entre créer une nouvelle entreprise et reprendre, la reprise est plus simple? Absolument, puisque c'est une entreprise qui est déjà existante. Parce que vous avez dit que ce n'est pas très simple. Non, j'ai dit qu'il est parfois plus aisé de reprendre une entreprise existante plutôt que d'en créer une nouvelle et de partir de zéro. Oui, mais la transmission, on m'a dit tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose d'évident. Alors, c'est-à-dire que dans cette thématique, il y a deux parties. Il y a les cédants, donc les dirigeants qui souhaitent soit partir à la retraite, soit simplement vendre leur entreprise. Et on a les repreneurs qui sont les personnes donc, qui vont reprendre cette entreprise existante avec son passif, avec son fonds de commerce, etc. Alors, on a un conseiller technique, M. Angol. Alors, quel va être votre rôle au cours de ces journées? Je crois que ça commence mardi, les tables rondes. Qu'est-ce que vous allez leur dire aux chefs d'entreprise? Dans un premier temps, leur dire que la transmission d'entreprise, ça se prépare. Ça se prépare sur un long terme. Qu'est-ce que vous avez un long terme? Justement, parce que Madame a dit ça tout à l'heure, long terme, c'est quoi? Alors, long terme, de ce que l'on voit avec le recul, une bonne transmission d'entreprise se prépare sur 3 à 5 ans. Ah bon, c'est-à-dire, quand même, parce qu'il faut que le chef d'entreprise s'inscrive dans une démarche de transmission de l'entreprise. Donc, il faut qu'il la rende cessible, son entreprise, dans un premier temps. Donc, très souvent, nos entrepreneurs ont fait le choix de construire de l'immobilier, d'acquérir de l'immobilier pour cette entreprise-là. Mais au moment de la cession, il faudrait peut-être faire un plan pour séparer cet immobilier du fonds de commerce et de l'entreprise, tout simplement, dans un premier temps. Après, il y a aussi un rapport humain qui est très important, puisque l'idée, c'est que quand on cède une entreprise, c'est pas qu'elle s'arrête après nous, mais que le repreneur puisse pouvoir continuer l'activité, lui, en mettant un peu ses ingrédients pour un peu améliorer la formule qui était la nôtre. Bien sûr. Donc, bien évidemment, il faut l'accompagner, ce repreneur, lui expliquer les rouages de l'entreprise, lui expliquer comment ça fonctionne avec les fournisseurs, quels sont les gros clients, comment, en tout cas, nous, on a pu arriver jusque-là pour lui éviter les écueils. Et donc, de ce fait, comme disait Mme Numéro tout à l'heure, lui permettre d'aller beaucoup plus vite et lui faciliter, en tout cas, la vie. Alors, ce dont vous parlez, ce process ne s'applique pas aux liquidations d'entreprise? Non. C'est pas le même process? Non, du tout pas. Là, le process que j'ai évoqué avec vous, c'est dans le cas où vous êtes entrepreneur, vous décidez de changer de vie, vous partez à la retraite, donc vous préparez votre départ. Maintenant, le processus de la liquidation judiciaire, c'est une entreprise qui a connu des déboires, donc qui se retrouve à la barre du tribunal, et qu'un potentiel repreneur décide de reprendre à la barre du tribunal. Ah, c'est à la barre du tribunal que ça se passe? Oui, tout à fait. Et c'est une démarche totalement différente? Oui. Totalement. Alors, et vous avez fait ça entre Guadeloupe et Martinique, pourquoi? Dans les un mêmes problématiques, c'est ça? Absolument, ce sont exactement les mêmes problématiques. Ce sont même les mêmes problématiques au niveau national, c'est-à-dire qu'on est dans un territoire, nous sommes sur des territoires qui sont vieillissants. Aujourd'hui, il y a plus de 15 000 entreprises qui sont dirigées en Guadeloupe par des dirigeants de plus de 55 ans. Sur l'ensemble du territoire, 15 000 entreprises? En Guadeloupe, plus de 15 000 entreprises sont dirigées en Martinique? En Martinique, il y en a un peu moins, 10 000. 10 000? Et quand vous me dites en Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy sont comprises ou pas? Oui, totalement. Donc ça représente plusieurs milliers d'emplois. Donc il est important de donner une visibilité en fait à ces entreprises, de leur donner un futur possible et donc de préserver ce patrimoine économique ces entreprises, donc de préserver le savoir-faire et surtout les emplois. Alors l'autre question. Quand vous parlez d'entreprise, vous parlez d'entreprise avec un statut genre SARL, SASU, etc. Micro-entrepreneur, ce n'est pas une entreprise pour vous? Si, ce sont des entreprises et je dirais même, j'ajouterais même les entreprises artisanales également. Oui. Et donc la transmission, c'est le même processus? C'est le même processus. Il y a même au niveau artisanal, il y a une notion de savoir-faire qu'il s'agit de ne pas perdre. Donc il est très important pour toutes les entreprises, quel que soit leur statut et leur secteur d'activité, de bien préparer leur transmission. Alors, comme M. Angol dit, entre 3 et 5 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise que vous verrez, vous êtes en train de leur dire de se projeter? C'est ça. Totalement. Totalement. Puisque il faut savoir une chose, c'est des gens qui ont été entrepreneurs pendant toute une vie. Et changer de vie du jour au lendemain, ce n'est pas chose possible. Donc ils doivent se projeter dans l'après.
qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je veux reprendre une autre activité ou est-ce que tout simplement je veux juste me dire que j'ai travaillé pendant 30-40 ans et que maintenant je m'occuper de mon jardin, de voyager, de profiter de la vie tout simplement. Oui. Mais ça se prépare. Oui. Alors, bien évidemment, le repreneur, vous leur proposez une forme de stage ou quoi? Comment ça s'organise concrètement? Parce que vous faites cette table ronde, mais ça ne suffira pas. Alors, du tout pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la table ronde, c'est la première pierre de l'édifice. Oui. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser déjà dans un premier temps les potentiels cédants, oui. mais aussi faire savoir aux repreneurs, aux potentiels créateurs d'entreprises de demain qui peuvent reprendre une entreprise, que reprendre une entreprise, c'est aussi en créer une. Oui. Dans un second temps, et aussi leur dire, voilà, la CCI est à côté de vous pour pouvoir mettre en place tout un plan d'accompagnement avec vous. Donc, c'est-à-dire, dans un premier temps, des formations si besoin il y a, oui. les mettre en relation avec les professionnels adéquats au bon moment, les accompagner sur la recherche de financement, puisqu'aujourd'hui, la CCI a signé une convention partenaire avec l'ensemble des banques de la place, donc l'ensemble des partenaires financiers. Et aussi... C'est un intermédiaire entre le repreneur et l'institut bancaire, c'est ça? Exactement. Oui. Exactement. Et aussi lui faciliter la vie, puisque quelque part aujourd'hui, je décide de reprendre une entreprise, je ne sais pas comment ça se passe. Et bien justement, le rôle de la CCI, c'est de l'accompagner à chaque étape, en lui disant, voilà, l'étape de démarrage, c'est celle-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit formaliser notre offre. Comment on la formalise, l'offre? Sur quoi on s'appuie pour la formaliser? Puisque bien évidemment, le cédant, il y a un côté sentimental de son activité, sauf que moi, repreneur, je n'ai pas ce côté sentimental. Moi, je vois plus une opportunité de business. Donc, on peut, dès le départ, ne pas être d'accord. Donc, comment faire pour pouvoir, justement, mettre tout le monde d'accord autour de la table? Alors, vous avez parlé d'un lien qui peut être affectif, ça arrive, il y a des entreprises familiales, mais dans le cas, si pas de la famille, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rachat de l'entreprise ou bien la cession se fait, je veux dire, de façon normale? Alors, elle se fait de manière normale, c'est-à-dire qu'on va devoir racheter le fonds de commerce, tout simplement. Et qui évalue? C'est le cédant qui doit évaluer le fonds de commerce? Alors, bien évidemment, le cédant va s'entourer de professionnels pour pouvoir l'aider à évaluer son fonds de commerce et évaluer ce qu'il veut nous vendre. Après, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours le côté affectif parce que lui voudra peut-être un certain montant qui, quand on va l'évaluer en tenant compte des indicateurs, ne vaut peut-être pas ce montant-là. D'où le fait qu'on parle de 3 à 5 ans, puisque de 3 à 5 ans, justement, ça permet au cédant de rendre cessible son entreprise. En gros, de la rendre bancable pour pouvoir la vendre et en tirer le meilleur prix. Et vous, pendant les 3-5 ans, vous intervenez chez le cédant pour essayer d'évaluer un petit peu. On peut avoir des risques quand même. Totalement. Il y a des risques. La situation actuellement économique, je ne sais pas si on a envie de reprendre une entreprise en ce moment. Hein. Enfin, pas toutes les entreprises en tout cas. Alors, sur notre territoire, il y a des entreprises qui méritent d'être prises parce qu'elles sont vraiment très saines. Oui. Et malheureusement, si le chef d'entreprise arrête aujourd'hui, s'il n'y a pas de repreneur derrière, c'est une activité qui va disparaître et des personnes qui se retrouveront au chômage. Maintenant, il y en a d'autres qui sont peut-être plus fragiles. Oui. Donc, si on va sur ce type d'entreprise, c'est au repreneur de savoir qu'est-ce qu'il mettra en œuvre, en tout cas de se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que moi je vais devoir faire ou quels moyens dont je vais disposer pour pouvoir justement rendre cette activité-là viable et pouvoir la développer pour pouvoir en faire un business plus que rentable. Donc, on veut dire qu'il y a deux types d'entreprises, des entreprises qui sont bankable, comme vous dites, et d'autres qui sont bancales. Elles ne sont pas bancales. Bancales, ce n'est pas le terme que j'utiliserai. Je dirais que tout simplement... Perfectible. Voilà, exactement. Oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, alors, les chefs d'entreprise sont convoqués pendant combien de jours? Mardi 25, je vois. C'est du mardi 25 au vendredi 28. Oui, c'est au World Trade Center. C'est ça, tout se passera au World Trade Center. Donc, le premier jour est dédié à un séminaire de sensibilisation, qui durera toute la matinée, où il y aura de nombreux experts. De la région, préfecture de la Guadeloupe, ce sont les allocutions d'ouverture qui seront réalisées par nos partenaires. Ensuite, nous aurons 2 tables rondes. Une table ronde dédiée aux cédants avec des experts
et également des témoins, donc des gens qui ont déjà cédé ou qui sont en passe de céder et qui vont apporter leur témoignage et leur expertise. Et puis une table ronde qui sera dédiée aux repreneurs, donc quelles sont les étapes de la reprise, quels sont les financements possibles de la reprise, également avec des témoins, c'est-à-dire des gens qui ont repris les entreprises et qui pourront témoigner des écueils à éviter et des processus à observer. Ça s'est déjà fait en Guadeloupe, ce genre d'opération? À ma connaissance, c'est la première fois. Le séminaire étant la première étape, c'est la première étape qui est une étape de sensibilisation, je dirais, générale. Et puis les deuxième et troisième jours seront dédiés à des ateliers. Donc des ateliers qui se dérouleront conjointement avec la Martinique. Et c'est là qu'intervient la mutualisation entre les deux régions. Donc des ateliers qui vont durer 1h30 à 2 heures. Animés par 1 ou 2 experts, en général sont avocats ou experts comptables. J'ai vu par exemple financer sa reprise, c'est un atelier. Alors ça c'est une table ronde sera donc, où on aura 4 organismes financiers qui vont expliquer comment monter son dossier de demande de subvention pour pouvoir reprendre une entreprise. Et je crois que ça aura lieu le 3e jour, si je ne me trompe pas. Donc ce sont des ateliers qui sont ouverts ou aux cédants ou aux repreneurs en fonction de l'objectif qu'on a et qui se dérouleront également WTC. Donc je disais conjointement entre la CC de la Martinique et la CC de Guadeloupe, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de regarder cet atelier, d'assister à cet atelier en visio, également sur place. D'accord. Et d'une manière générale, les chefs d'entreprise sont déjà informés de ce genre de... Alors la communication débute tout juste. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Donc le chef d'entreprise qui nous regarde là, ou son enfant, son fils, qu'est-ce qu'il dit? Rendez-vous, il doit s'inscrire ou pas? Alors oui, il peut aller sur le site internet de la CCI, donc où il aura l'ensemble des... www.guadeloupe.cci.fr. Voilà, où il aura l'ensemble du programme et donc il pourra s'inscrire à l'ensemble des ateliers, en tout cas ceux qui l'intéressent. C'est gratuit pour les chefs d'entreprise? Totalement gratuit. Totalement. Aussi bien pour les cédants que pour les repreneurs. Oui. Bon, c'est une belle opération. Il y aura un bilan de cette opération après? Alors, il y aura un bilan, il y aura surtout une suite puisque nous proposerons après aux entreprises d'être accompagnées dans leur projet de cession ou de reprise. Donc, nous poursuivrons l'information en organisant des rencontres et des ateliers thématiques pour garder cette thématique-là en tête et pour leur proposer un accompagnement personnalisé. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question quand même. On dit souvent, j'entends ça tous les jours dans les médias, on le dit que la Guadeloupe, on crée beaucoup d'entreprises, mais le taux de mort et de création, est-ce que c'est équilibré? Totalement. On est dans les chiffres nationaux à ce niveau-là, donc totalement. Très souvent, on a un taux de mortalité d'entreprise chez nous parce que très souvent c'est des gens qui ont créé sans venir à l'information et donc ils se rendent compte qu'une fois créé, vous tournez le dos à certains moyens de financement et ils en ont besoin, donc forcément ils reviennent, ils radient, ils reprennent le processus comme il faut et ils recréent derrière. Donc on est dans la normale aujourd'hui. On est dans la normale? Oui. Oui, madame. Non, je voulais simplement ajouter que nous, à la CCI, justement, nous œuvrons, nous travaillons de faire en sorte que les entreprises qui se créent passent le fameux cap des 3 ans de vie. Oui, c'est 3 ans maintenant. On me disait que c'était 5 ans avant. Non, c'est 3 ans. C'est 3 ans? C'est 3 ans. En 3 ans, on sait si ça, elle va mourir ou si elle va continuer. Exactement. Ouais. Et donc, à la fin du mois, le 28 avril, aura lieu la première session du Club des jeunes entrepreneurs. Donc, ce sera des rencontres de jeunes entrepreneurs. Alors, quand on dit jeunes entrepreneurs ou jeunes et entrepreneurs? Non, jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui ont créé une entreprise il y a moins de 3 ans. D'accord. Voilà, c'est pas jeune en âge. Jeunes créateurs. Voilà, des jeunes créateurs. Exactement. De façon à ce qu'ils puissent échanger, rencontrer des experts, avoir des notions, avoir des éléments sur des notions bien précises de gestion, par exemple, de façon à leur permettre de passer ce cap des 3 ans, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui créent leur emploi en créant leur entreprise et n'ont pas forcément les compétences de gestion, les compétences comptables, etc. Pour justement, ils ont le savoir-faire, mais ils ne savent pas gérer une entreprise. Et donc, nous leur donnerons les clés dans ce club pour justement
passer ce cap des 3 ans. Alors, au travers de ce club, justement, c'est de pouvoir rompre l'isolement de l'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur qui est seul on va loin, on va, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Oui. Donc, l'idée, c'est de rompre l'isolement et de lui dire, voilà, tous ensemble, on peut y arriver. Et justement, toujours dans l'accompagnement, la CCI propose aussi le mercredi 19, donc mercredi prochain, oui. Un atelier qui s'appelle un atelier coaching, 5 minutes pour convaincre. Donc, l'idée, c'est de donner des clés. Oui. Vous croisez un potentiel financeur à l'entrée du bâtiment. Vous avez à peine 5 minutes pour le convaincre. Donc, il faut lui donner les éléments. C'est suffisant? Faut croire que oui, dans certains cas, puisqu'on a vu pour des startups que ça fonctionnait. Oui. Donc, en tout cas, l'intéresser, au moins intéresser ce financeur-là pour qu'il puisse vous fixer un rendez-vous et après débattre avec vous de votre projet. Alors, j'ai pas vu ça dans le projet. J'ai reçu il y a quelques semaines M. Venutoulou qui me disait que le numérique avait beaucoup changé. La physionomie des entreprises et du fait aussi que beaucoup de chefs d'entreprise n'étaient pas encore vraiment digital, numérique. On en parlera pendant ces sessions. Alors oui, puisque si c'est une thématique qui a été évoquée, par exemple, dans le Club des jeunes entrepreneurs, oui. Il peut y avoir cette thématique-là qui sera évoquée. Oui. Puisque le Club des jeunes entrepreneurs, il faut savoir que c'est les entrepreneurs qui décident des thèmes qu'ils veulent aborder dans ce club. D'accord. On est juste là pour mettre en musique tout cela. Bon, on va écouter la musique. En tout cas, merci d'être venu dire ça. Merci. Et je rappelle donc que ça débute le mardi 25 et ça sera pratiquement toute la semaine. Et que les chefs d'entreprise qui nous écoutent en ce moment peuvent s'inscrire. Il faut s'inscrire vraiment? Il faut s'inscrire sur le site internet de la CCI. Vous aurez l'ensemble du programme, l'ensemble des ateliers, les horaires et donc les liens d'inscription. Oui. C'est mieux. Dernière question. Si une entreprise n'est pas à jour, ça fait quand même venir à cette réunion? Absolument. Oui. Mais la mise à jour, justement, fait partie du processus de accessibilité de l'entreprise. Donc, ce que je pensais. En tout cas, merci d'être venu donner ces informations parce que l'entrepreneuriat, c'est un vrai sujet en Guadeloupe aujourd'hui. Et dans la période actuelle, je pense que les chefs d'entreprise ont bien besoin justement de ce processus pour pouvoir tenir la route et y arriver. Voilà, il est pratiquement 13h. On va prendre la première pause pour cette première séquence. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie du ZTL News. À tout de suite. Voilà, c'est l'heure du débat pour les 40 minutes qui viennent. C'est Madame Marie Zimamirin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. Elle n'est pas seule, elle est avec Madame Nelly Bordelais. Bonjour. Bonjour. Elle est thérapeute transgénérationnelle et biocodification, j'ai bien dit. Hein? Exactement. Et puis Mathieu Gamard, qu'on connaît déjà, qui est auteur d'un ouvrage qu'on a lu et vu et présenté il y a quelque temps. C'est un ouvrage, rappelle-moi le titre. Le jour où les Antilles feront peuple. Ouais. Est-ce que c'est en route? Ah, et ça a été en route quand j'écrivais déjà. Oui, d'accord. Et si nous, là, c'est qu'il y a en route. Hein? C'est en route. Alors, aujourd'hui, dans ce débat, on va essayer de savoir, est-ce que c'est possible de décoloniser la pensée? Alors, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez compliqué, puisque déjà, il faut admettre que sa pensée est colonisée. Pour la décoloniser, c'est la première étape. Et puis, qu'on a des gens qualifiés, je parle de Madame Zimamirin qui a écrit beaucoup sur la pensée, qui a écrit beaucoup sur le comportement humain, les coachs et les thérapeutes aussi. Et puis, elle est avec une autre spécialiste qu'on salue. Bonjour. Alors, justement, il paraît que c'est vous qui avez choisi la thématique. Exactement. Pourquoi? Eh bien, si je vous suis honnête, ça a beaucoup à voir avec ma propre histoire de vie. Je suis guadeloupéenne, mais je vis au Mexique. Et j'ai 2 enfants. D'accord. Et je suis arrivée face à la question de l'éducation de mes enfants dans cette double culture. Qu'est-ce que je veux leur transmettre? Et avec toute la richesse de l'autre culture, la culture mexicaine, quelle est ma propre richesse? Et quelles sont ses limites, en fait? Quels sont ses freins? Et vient la question de l'identité. Qu'est-ce que je raconte à mes enfants? C'est quoi être antillais? C'est quoi être guadeloupéenne quand ils vivent au Mexique, à distance? Et va la réflexion. Et voici le thème. Vous avez trouvé la solution? Je crois que c'est jusqu'au lit de ma mort, je serais en train de repenser et penser qu'est-ce que ça veut dire s'identifier, à quoi je m'identifie et qu'est-ce que je souhaite libérer, avec quoi je souhaite rester. Je pense que c'est un questionnement qui fait notre personnalité, en fait, qui fait la construction de la personne et qui ouvre le cheminement à chaque instant. Et juste une dernière question avant de passer la parole aux autres. Vos enfants parlent le créole? Pas encore.
Pas encore. Mais ils le comprennent. Ils le comprennent déjà? Ils le comprennent. Bon, mais ils parlent l'espagnol au moins. Ils parlent espagnol, Et un peu français aussi. Ils parlent français et ils comprennent le créole. Ils comprennent le créole? Bon, c'est la bonne voie. Alors, Maryse, elle a invité Nelly Bordelais et aussi Mathieu Gama. Pourquoi Mathieu? Ah, bonne question. Alors, il ne t'a pas échappé que j'avais cité Mathieu Gama dans mon livre, puisque toi-même, tu as eu à citer ce que j'avais cité. Oui, tout à fait. Oui. Dans mon livre, j'étais très étonné d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, bon. Non, mais je pense que Mathieu, c'est la personne parfaite pour pouvoir discuter de ce thème. C'est un jeune, Et c'est un essayiste et il a réfléchi sur ces questions-là, j'en sais quelque chose. Alors Mathieu, explication. Alors, quand Madame Bordelais dit qu'elle pose une question, qu'est-ce que c'est être guadeloupéen? Parce que dans ton livre, tu dis, il est temps qu'on soit peuple. Théoriquement, je résume. Alors, ça signifie qu'on soit peuple guadeloupéen, ou martiniquais, ou caribéen, etc. Réponse à Madame Bordelais. C'est à l'intérieur d'elle-même qu'elle va trouver la solution, en effet. Et ce serait facile de donner une réponse, de te dire oui, ben voilà, t'es guadeloupéen, parce que moi, dans mon livre, je pose une hypothèse qui est celle de l'amour inconditionnel du territoire. Oui. C'est une hypothèse. C'est la première étape, ça. Exactement. Oui. Après, c'est se rendre utile au territoire. Oui. Ça, c'est une étape suivante, subséquente. Oui. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on arrive à... Quand chaque individu a fait ce travail-là sur lui-même, qu'est-ce qu'on arrive à faire ensemble dans cette optique-là? Mais oui, mais elle a une problématique particulière aussi, quand elle a des enfants, et le problème se pose depuis longtemps en Guadeloupe. Elle est dans le transgénérationnel, c'est la transmission. Comment on transmet à nos enfants, parce que décoloniser la pensée, c'est admettre qu'elle est colonisée. On est d'accord, et peut-être que c'est dans ce que Nelly incarne chez elle, en tant que maman, que la transmission se fera. Oui. Il n'y a pas de réponse toute faite à ça, mais tu as raison sur la transmission. Je pense que le meilleur moyen de transmettre quelque chose, c'est dans les gènes. Oui, déjà, biologiquement. Ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Oui. Donc, si ça résonne en elle, sa guadeloupéanité résonne en elle, ses enfants vont le constater, vont le voir. Quel effet ça aura sur eux? Ça, on saura plus tard. Alors, il y a un terme que j'utilise quelquefois, il parle de guadeloupéanité, moi je parle de guadeloupéanitude. Oui. Alors, est-ce que, à ce niveau-là, personnellement, individuellement, avant même d'en parler aux enfants, Mme Bordelais, vous sentez en vous cette guadeloupéanitude ou la guadeloupéenne attitude, pour aller plus vite? C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je reviens, c'est pour ça que je suis amante de cette terre, je suis fille de cette terre, amante de cette terre, et clairement. Et après, c'est ce qu'il dit très justement Mathieu. Qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que je veux apporter? Parce qu'au final, nous sommes de la Caraïbe, et la Caraïbe, c'est tellement de culture, tellement d'informations. Et qu'est-ce que j'en fais? Quelle est ma richesse? Et comment je la transmets? Et comment le peuple, le titre de son livre, comment je fais peuple avec tout ce que je suis et autour de moi? Et en fait, l'événement d'hier, et c'est un peu ma philosophie, est comment j'inspire et comment je m'inspire pour cheminer inspiré. Et en tant qu'antillais, comment je fais de toute mon histoire ma force et inspirer à l'extérieur. Oui. J'ai ma tante qui est ma source d'inspiration, l'une de mes sources d'inspiration, qui me disait, si tu es à l'étranger, que les gens sachent qui tu es, qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que la Guadeloupe, et on devient porte-parole, entre guillemets, de notre culture. Et comment j'incarne cette culture? Quelle est l'image que je veux avoir ou que j'ai de cette culture? Alors, Marie, je reviens vers toi. Pourquoi? Parce que on le sait maintenant, il y a quelques années, et même je crois que ça perdure, les Guadeloupéens qui étaient nés en France, on les appelait comment? Des négropolitains ou des hexagonaux. Alors, est-ce que le Guadeloupéen qui est né là-bas, est-ce qu'il peut, je pose la question, se revendiquer comme Guadeloupéen? Oui, alors déjà, le terme a un peu changé. Maintenant, je ne sais pas si... Je te remets un petit peu à la page. On est afro, machin. C'est afropéen. Oui, afropéen, je sais. Voilà, bon.
Donc ta question, c'est est-ce que les Guadeloupéens... Oui, peuvent, en étant à l'étranger, c'est-à-dire en n'ayant pas vécu, oui, en étant en Europe, se revendiquer de la Guadeloupéenne attitude. Alors bon, c'est assez complexe dans le fait que les Antillais, en tout cas que moi je connais, que je fréquente sur Paris, on va dire que leur objectif, c'est déjà de s'adapter à une société qui ne les reconnaît pas forcément, mais il faut qu'ils fassent leur trou, il faut qu'ils fassent leur place. Bon, sans avoir à perdre justement leur identité propre. Et j'ai remarqué qu'ils devaient quand même s'imposer avec quelques difficultés. Et c'est quand même un dilemme intérieur de ne pas, ne pas arriver à nier justement son ressenti par rapport à son vécu, par rapport à son éducation, par rapport à son histoire personnelle. Moi, ce que j'ai pu enregistrer en fait des conversations que j'ai eues, puisque je fais aussi des choses sur Paris, je rencontre les gens. Il y a beaucoup d'Antillais qui souffrent intérieurement de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir vraiment dire ce qu'ils ressentent avant même de dire qui ils sont. Parce que la personne en face pense savoir, parce qu'elle a une image déjà fixée, mais l'Antillais qui est en face, mais il doit jouer avec pas mal de contradictions intérieures sans le montrer. C'est ce qu'on appelle un petit peu, entre guillemets, le bigidi à l'intérieur qui est en nous. Et nous devons jouer tout le temps avec cela pour pouvoir montrer le meilleur de nous-mêmes, tout en ne reniant pas notre propre identité et notre histoire. Il y a une difficulté, parfois même, à accepter l'autre, tant qu'on n'a pas fait la paix avec soi-même, avec, j'allais dire entre guillemets, nos démons intérieurs, sachant que notre histoire, bon, elle a été construite aussi dans la violence, dans plein de contradictions, de complexité, et c'est pas toujours facile de se redéfinir en plus quand on vit à l'extérieur de la Guadeloupe. Bon, je dis pas que c'est plus facile ici, en fait. Non, parce que j'ai posé la question, en fait. Pourquoi? Parce que souvent, les Guadeloupéens ou Martiniquais ou Guyanais ou Réunionnais, bien couplés ou Réunionnais, ça est un peu particulier, quand ils revenaient en Guadeloupe, ils n'étaient pas considérés comme des Guadeloupéens. Par les Guadeloupéens même, il y avait une espèce de mise à l'écart. Ah ouais, vous sortez en bas là, etc. Ou pas on est gens, ou pas on est crabe, ou pas on est lambi, etc. Ça en fait des choses tout à fait banales. Et ce qui fait que ça crée une sorte de fossé entre Guadeloupéens, réellement. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que, et je pose l'autre question, est-ce que c'est celui qui revient de France ou de l'étranger, sa pensée est colonisée, ou mais c'est celui qui est ici même, qui vit dans un système colonial réel, dont la pensée est vraiment colonisée? Quelle pensée on doit décoloniser? Celle des Guadeloupéens qui vivent à l'étranger ou celle des Guadeloupéens qui vivent en Guadeloupe? Peut-être Mathieu va peut-être répondre, ou bien Madame Bordelais tout à l'heure. C'est une question super intéressante parce que j'ai envie de te répondre, pourquoi pas les deux? Et pourquoi pas tous les gens qui se posent... La question de la décolonisation de la pensée, elle se pose par individu. C'est-à-dire que chaque individu se la pose. Tout à fait. Ou se la pose ou ne se la pose pas d'ailleurs. Oui, donc certains ne se la posent pas. Mais par contre, je voudrais revenir sur ta première question avant de répondre à la deuxième. Tu demandais, est-ce que les gens qui sont pas nés en Guadeloupe, est-ce qu'ils peuvent se revendiquer, avoir cette guadeloupéanitude, comme tu dis? Alors là, il n'y a que des gens, je crois, si je ne me trompe pas, il n'y a que des gens qui ne sont pas nés en Guadeloupe. Hein? Et Ligny n'est pas né, moi non plus, en fait, Aubervilliers, malheureusement. Non, mais je sais, je ne savais pas pour Nelly, mais je savais pour... Oui, mais qui ont vécu en Guadeloupe. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que, est-ce que la question du lieu de naissance, c'est pas déjà un truc qui tient à la colonisation? Je m'explique. Oui. Classer les gens en fonction du lieu de leur naissance et non pas en fonction de leur ressenti profond, est-ce que c'est pas déjà quelque chose dont on a hérité de la colonisation? La question se pose. Parce que la colonisation, c'est quelque chose de très normé, parce que c'est quelque chose qui veut contrôler et dominer. Tout à fait. Donc dire à quelqu'un, tu es français, ou tu es guadeloupéen, ou tu es martiniquais, parce que tu es né
en Martinique ou en Guadeloupe ou en France, et que tu peux donc revendiquer des choses. Tandis que l'autre, qui n'est pas né au même endroit que toi, ne peut pas revendiquer les mêmes choses. C'est comme ça qu'on crée de la division dans une ethnie, dans une communauté. Tout à fait. Nelly? Je vais exactement dans le même sens que Mathieu. Et en fait, l'idée de la décolonisation de la pensée, peu importe en réalité, noir, blanc, d'où tu viens, où tu es né, en fait, on a tous cette question, enfin on l'a fait ou non, mais on a toute cette question à se poser parce que l'histoire, elle a été construite par qui? Et finalement, on se définit selon quel regard? Quels critères? Quelles sont les références qui sont en nous et qui vont guider notre vie? La question de la décolonisation, en réalité, c'est vraiment revenir à soi et reprendre nos références. Quels sont mes critères, mes références, mon regard, mon ressenti, mon sentir? Revenir à soi depuis le début, et peu importe. Et je suis née où je suis née, comment je me vois et comment je me perçois. Alors, il y a un autre aspect qu'il faut pas négliger, c'est quand même, entre guillemets, un national, qu'il soit guadeloupéen, français, etc. Il y a un certain nombre de critères. Il y a un territoire, il y a une culture, il y a une langue. Bon, alors si on prend seulement le cas de la langue, Fanon disait, parler une langue, c'est assumer une culture. Alors, dans notre situation, nous sommes bilingues, naturellement bilingues, et les enfants de Nelly sont trilingues, enfin, vont l'être, j'espère. Alors, comment on arrive à gérer ça? Parce que, en fait, on est en train de décoloniser la pensée, on fait un débat en français. Or, on revendique dans nos pays, comme langue native, natale, natif, natal, etc., la langue guadeloupéenne. Alors, comment on arrive à matcher ces différences, ces divergences? Dani, qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir plusieurs cultures? Qui a dit qu'on ne pouvait pas... C'est la question que je te pose. On parle de décolonisation de la pensée. Pourquoi on va penser qu'il faut, pour être quelque chose, exclure autre chose? L'être humain est fait de telle sorte qu'il peut vivre dans un... On est dans le multiculturel. Oui, justement, c'est pour ça que je te dis ça. Dans un climat froid, dans un climat tempéré, dans un climat chaud, dans un climat saharien, peu importe. Donc, il se trouve que du fait de l'histoire des Antilles, on a de nombreuses ascendances et on subit de nombreuses influences culturelles. Toujours. Eh bien, mon cher, nous que migonner ça. Nous fait éveil. Ah ben... Maryse? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on réinvente tous les jours, en fait, notre identité. Puisque, justement, comme disait Mathieu, et même comme le disait Nelly, voilà, il faut s'ouvrir, mais en même temps, il faut aller vers son ressenti. Donc, Nelly a parlé de ressenti. Moi, en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que... voilà, et même dans mon livre, je reviens toujours à ça. Il faut aller vers son ressenti pour pouvoir se redéfinir de l'intérieur. Okay. Et même par rapport à ce qu'on ressent, aller vers une sorte de, j'allais dire, souveraineté de la pensée. Parce que c'est ça, en fait, la décolonisation de la pensée, ça va nous servir à quoi, en fait? Okay. Ben, ça va nous servir à nous repositionner tel que nous avons envie d'être. Ça va nous permettre d'aller vers notre développement personnel, d'aller vers notre épanouissement personnel. C'est ça, en fait, le but, je sais pas moi, le but de l'homme, c'est ça. Donc, quel que soit où je me pense, où je me vois, quelles que soient les images qu'il y a en face de moi, moi, ce que je veux, c'est avoir une certaine souveraineté de mon être et de pouvoir dire que j'ai envie de faire ci ou ça, ou de penser ça ou ça. En fait, pour être plus clair, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, on a été éduqué avec une certaine forme de pensée, mais quand on est adulte, on a le choix. On se retrouve avec un choix. On pourrait se poser la question, est-ce que les choix de mes parents, est-ce que les choix de la société par rapport à moi, est-ce que ça me convient toujours? Okay? Donc, quelles sont les pensées qui ne me servent plus? Ça m'a peut-être servi, mais peut-être que ça ne me sert plus. Ça a peut-être servi à mes parents, ça sert à la société, mais est-ce que moi, ça me sert toujours? Et à quoi vraiment ça me sert? Si ça ne me sert plus, j'ai le droit d'en changer. Donc, je peux faire un choix de pensée. C'est ce que je dis à la fin du livre dans le coaching. J'oriente les personnes et après, chacun fait son choix. Puisque, comme on disait, chaque personne, chaque individu va pouvoir se repenser tel qu'il en a envie.
Bon, voilà, si moi, en tant que Guadeloupéen, j'ai envie de me redéfinir à moitié indo-descendant, afro-descendant, mexicano-dépendant, américano-descendant, c'est moi, ok? Mais l'idée, c'est que je ne suis plus sous le joug, je dirais, d'une pensée qui veut me définir, alors que moi, je me ressens autrement. Ça veut dire que la décolonisation de la pensée passe par le fait qu'on supprime ce qu'on appelle, on éradique la pensée unique, déjà. Voilà. Le premier stade. Alors, une autre question, parce qu'on va pas résoudre le problème aujourd'hui, on essaie d'examiner un petit peu ce qui se passe. Il y a quelques années, en Guadeloupe, particulièrement, j'imagine à Martinique, j'ai vécu en Martinique un petit peu, c'était à peu près la même question qui se posait, l'Afrique était rejetée. Totalement. Moi, t'es africain, pas t'es africain, même, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au contraire, il y a une réappropriation de nos ancêtres, du pays, les voyages s'organisent, les livres, etc. On parlait tout à l'heure de Jolo, il fait justement une chronique ici régulièrement sur ces questions-là, ce qu'on appelle la pensée symbolique africaine. Est-ce que pour vous, ce retour à nous-mêmes, c'est déjà une voie vers la décolonisation de la pensée? Je pose la question d'abord à Nelly, qui peut-être n'a pas vécu ça ici, mais ici, il y a même le mois de l'Afrique en Guadeloupe. Enfin bon, je passais, comme par hasard, il est venu avec une carte de l'Afrique. C'est tout à fait par hasard, entre guillemets. Alors, on est dit parce qu'on... Je suis pour la curiosité. Oui. La curiosité, c'est le début de l'intelligence. Oui. Se poser la question première question basique, je suis noire, l'Afrique, aller chercher et oui, ça commence par là, par cette première question. Mais il y avait un rejet ici, il y avait un rejet total. Hein. Mais c'est comme ça que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est comme ça que se construit l'humain et l'humanité. Et finalement, il y a la partie de l'enfance où je demande papa et maman me sauvent et résout tout pour moi. Puis après, il y a l'adolescence où non, mais je rejette complètement l'autorité, je rejette d'où je viens, je rejette mes racines. Et ensuite, je commence à construire ma personnalité. Oui. Et en fait, si on prend, moi, en tant qu'individu, mon propre processus, je peux comprendre le processus de toute une société, toute une civilisation et toute une humanité. Et ici, c'est normal le passage du rejet et c'est totalement normal cette recherche ensuite d'identification parfois dans l'extrême pour arriver à cette juste mesure de retour aux racines. Et c'est les racines africaines. Après, les Caraïbes, ce n'est pas que l'Afrique. Oui. Il y a tellement d'autres informations. Et petit à petit, oui. il y a pas longtemps, j'ai appris qu'il y a eu une exposition sur la culture maya également. On ne s'en rend pas compte. Mais quand on va chercher... à l'Arawak, oui. À l'Arawak, exactement. Une très, très belle exposition. Je profite pour inviter. Et finalement, on se rend compte que... Waouh, mais je ne suis pas que ça, je suis ça et plus. Et plus, ça veut dire quoi? Et la curiosité ouvre à cette intelligence et à cette ouverture à la vie, finalement. Oui. En passant sur cette exposition qui se fait à la Roque, je crois, jusqu'à la semaine prochaine, l'auteur de cette exposition s'appelle Akwaba Matignon. Akwaba Matignon. Et je lui ai posé la question d'ailleurs. Il porte deux noms qui sont pas antinomiques, mais enfin... mais qui posent question. qui posent question. Alors je reviens à ce que je disais. Alors, est-ce que toi-même, tu as senti, entre guillemets, ce retour vers l'Afrique? Alors moi, comme toi, j'ai eu, quand j'étais enfant, j'ai compris cette histoire de rejet. J'ai bien vu que c'était ça. Il n'y avait pas que le rejet de l'Afrique. Hein. Ouais. Il y avait le rejet même et d'Haïti aussi. Ah, pardon, de la Caraïbe, de tout ce qui était négritude africaine, mais aussi de ce qui était négritude plus locale, tout à fait, plus caribéenne. Et en fait, Nélia a eu une réponse très noble là-dessus. Moi, je vais être un peu moins noble qu'elle. C'est ce rejet de l'Afrique, il a été instrumentalisé. Voilà. Parce qu'il fallait
fortifier cette identité française. Voilà. Et donc l'identité française, elle se crée dans l'exclusivité, dans le rejet de l'autre. Le rejet de l'autre. Donc le Français, il va beaucoup aimer la France. Oui, la France, la France, la France. Oui. Et entre l'amour de soi et la haine de l'autre, il n'y a qu'un pas. C'est une phrase de Kerry James. Et en fait, c'est exactement ce que fait la France. Elle va nous pousser, nous les Antillais, à rejeter tout ce qui est chez nous autre que français. Oui. Donc voilà, je suis un peu plus incisif qu'Anneli là-dessus. Oui, d'ailleurs, ça existe, ça explique la fracture identitaire qui s'est posée pour notre peuple et qui se pose encore pour certains. Il ne faut pas croire que le problème n'est pas réglé. Hein. Oui, moi je voulais dire, la fracture identitaire, bon, en fait, elle a été faite à quel moment? Si on regarde bien l'histoire. Oui. Elle a été faite à partir du moment où les premiers arrivants ont posé le pied et de manière forcée. Donc nos ancêtres déportés, la première chose qu'on leur faisait, c'est on leur enlevait leur identité parce qu'on leur enlevait leur nom. Et donc c'est une stratégie qui a perduré jusqu'après l'esclavage. Il y a eu le colonialisme. Et bon, les stratégies dont parle Mathieu, on les retrouve aussi en Afrique même, sur la terre d'Afrique même. Ben oui, voilà, donc effectivement, il faut susciter une certaine, je dirais, admiration de ton colonisateur pour pouvoir adopter en fait sa pensée. Pour être accepté par lui. Pour être accepté par lui, oui. Et pour que toi tu penses que le fait d'être comme lui, oui. Voilà, c'est ton but en fait, c'est ton épanouissement, c'est ton voilà. Et d'ailleurs, enfin, j'ai pas envie de rebondir sur la question africaine, mais je me rends compte bien que aujourd'hui, si on regarde simplement au niveau de la chevelure guadeloupéenne, par rapport aux Africains, on a beaucoup d'avance. Hein. Ah oui, effectivement. Oui, voilà. On prend la pause. Je ne vais pas insister là-dessus. On prend une pause pub et on se retrouve tout à l'heure pour conclure. Malheureusement, ce genre de débat n'est jamais suffisant. Mais la question que je vais poser à vous trois, c'est les étapes vers cette décolonisation de la pensée. Comment la mettre en place ? Pour les gens qui nous regardent, vous avez peut-être des réponses et les gens qui nous parce que je sais beaucoup de gens qui m'ont dit ah ouais, faut regarder ça, moi ça. Quand Raphaël, donc il faut d'abord donner quelques réponses. On prend la petite pause et puis on se retrouve. Voilà, depuis 13h08, nous sommes dans un débat sur la décolonisation de la pensée avec des gens intéressants, Marie Zuma-Mirin, avec Mathieu Gama, ici, auteur d'un ouvrage qu'il faut lire. On va dire deux petits mots comme sur l'ouvrage. Et puis Nelly Bordelais, pas encore d'ouvrage sorti, non ? Non, pas encore. Ça viendra ? Ça viendra. Bien, alors on essayait de penser comment décoloniser la pensée. On y pense et on voit comment concrètement le faire. Alors, je vais poser la question d'abord à Maryse. Comment on peut commencer à décoloniser sa pensée ? Est-ce que le fait d'en faire un débat déjà, c'est un premier pas ? Alors oui, effectivement. Mais on parlait tout à l'heure justement du retour vers l'Afrique. Oui. On a observé qu'il y a ce phénomène-là, d'avant en arrière à chaque fois. Donc il y a toujours eu des périodes où on retourne vers l'Afrique. Après ça, il y a un genre de retour en arrière, etc. Oui. Donc à un moment donné, comme tu as mentionné tout à l'heure, il y a eu un rejet de l'Afrique. Ok, mais ça fait déjà quand même... Qui était imposé, qui était plus ou moins imposé, suggéré par le colon. Voilà. Donc ça, on a dit que c'était une stratégie aussi du colonisateur, entre guillemets. Tout à fait. Voilà. Et donc, le fait d'être conscient de ça, déjà, qu'il y a eu ce rejet et qu'on peut aussi retrouver certaines racines en Afrique sans en avoir honte, sans en avoir, je vais dire, sans... comment dire, parce que je disais sans en avoir honte, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était comme une honte d'évoquer nos racines africaines, parce que justement, on avait été, enfin, nos parents avaient été réduits en esclavage. Oui. Donc là, maintenant, je pense qu'on a vraiment pris conscience, en tout cas les Antillais ont pris conscience qu'il ne fallait pas rejeter cette partie d'eux-mêmes, puisque c'est en nous, en fait. Hein, c'est une partie de nous-mêmes que nous rejetions. Tout à fait. Donc, comment s'exprimer si nous rejetons une partie de nous-mêmes. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, plus ou moins acquis maintenant et qu'on ne peut que féliciter, ce retour aux racines, même si nous en avons plusieurs. Donc effectivement, il ne faut pas se contenter. Moi, je ne suis pas une adepte de l'afrocentrisme pur et dur. Ah non, mais pas du tout. Donc ce n'est pas cela. Je rappelle en passant que les Indo-Guadeloupéens, depuis longtemps,
ont commencé aussi un retour vers l'Inde à toutes sortes de façons. Donc, ce qui se passe ici pour les Afro-Guadeloupéens, c'est... Voilà, mais eux, peut-être qu'ils ont été amenés à le faire un peu plus librement et ils n'ont pas subi cette cassure civilisationnelle, je dirais, tout à fait. Quand ils sont arrivés. Ils n'ont pas subi, à mon avis, la cassure de la famille, de la structure familiale que nous avons eue depuis très longtemps. Ils ne sont pas arrivés en esclavage, ils sont pas arrivés esclaves. Ils n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes mémoires transgénérationnelles que nous. Donc là, il faut prendre conscience de ces mémoires que nous portons. Oui. Okay. Et à ce niveau-là, donc au niveau des mémoires que nous portons, nous pouvons nous observer. Ça passe par l'auto-observation. L'observation de soi, c'est très important quand on veut évoluer, puisque si on n'en a pas conscience de nos traumas, comment on peut les défaire? Oui, déjà. C'est la question. Donc, soit on peut se faire aider individuellement pour les traumas que l'on porte, mais collectivement, il y a donc des initiatives qui sont très intéressantes maintenant, où collectivement, on va célébrer tel ou tel fait d'histoire de nos héros, voilà, pour sortir justement de la pensée coloniale, qui était que, bon, ça on le connaît, il suffit d'aller au MACT pour comprendre un peu, voilà, que... on a eu la bonté de nous offrir notre libération et que voilà, alors que on a quand même des ancêtres qui se sont battus pour cela et qui ont en eux une force que nous pouvons justement aller rechercher en nous, qui est encore dans notre ADN. Il faut aller chercher la fierté de soi, il faut aller chercher l'estime de soi pour bâtir une certaine confiance aussi. Et avec cette confiance-là, on va pouvoir trouver notre place, notre vraie place, je dirais. Okay. Et il n'y a pas de décolonisation globale sans la pensée. Il n'y a pas de décolonisation économique. Il n'y a pas. Commence par la pensée. Voilà, il n'y a pas d'autonomisation sans déjà ce fondement-là. Comme disait Nelly, c'est comme des enfants qui vont grandir. Quand tu as été enfant, on t'a appris telle chose. Bon, quand tu as été adolescent, évidemment, tu t'es rebellé contre tel ou tel concept. Et maintenant que tu es adulte, comme je disais tout à l'heure, maintenant, il faut faire des choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse perdurer? Est-ce que je vais vers tel ou tel chemin où je vais être mieux? Et qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Donc, il faut se poser ces questions-là. Et je pose la question à Mathieu. Est-ce que faire peuple permet de décoloniser la pensée? Définitivement. Ça, c'est une façon aussi de dire qu'il y a un ouvrage qui existe encore, qui est encore en vente. Ah oui. Oui. Faire peuple aux Antilles. Alors, est-ce que c'est une voie vers? Faire peuple va vers cette idée de décolonisation de la pensée lorsque l'individu essaie lui-même de faire peuple à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que la décolonisation de la pensée, c'est pour moi un phénomène d'abord individuel. Personnel. Tout à fait. La colonisation, c'est la domination. Oui. La décolonisation, ce n'est pas le rejet ou la destruction. C'est la déconstruction de ce concept de domination. Donc ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, dans les pensées que nous avons, dans les paroles que nous formulons, il faut se demander assez souvent, est-ce que là je viens d'exprimer un concept qui sert, ou est-ce que je viens d'exprimer une pensée ou une parole qui sert ce principe de domination? Oui, très rapidement, elle le cite dans son ouvrage, complot annexe et complot à chien. Exactement. Oui. Ça, c'est Jean de Butin pour ne pas dire encore. Exactement. Parce qu'on va renforcer domination-là quand on utilise ce type de phrase, et on l'entend encore, malheureusement. Mais non seulement, c'est souvent insidieux, c'est-à-dire que c'est ancré dans notre pensée et ça induit des comportements. Voilà, et même si on n'y pense plus, on pense que c'est déjà passé, plus personne ne le dit, mais en réalité, on est quand même conditionné. On le pense. Oui. Exact. Oui. Et tu demandais comment on fait. Donc il y a cette attitude consciente tous les jours de se poser la question, est-ce que je participe au système de domination en faisant ça ou en disant ça, ou en pensant ça? Et il y a toutes ces initiatives
tu dis est-ce qu'il y a des choses à faire, mais nous, Jacques a fait. Hein. Oui. Le fait que tu organises là, que tu nous invites à parler de ça, ce qu'on a fait hier soir, le fait que Maryse écrive, que j'écrive, que Nelly pense, on est nombreux. Il y a un bouillonnement, il y a un foisonnement, il y a une question, il y a des choses qu'on se pose et on est déjà dans le truc. Donc il faut multiplier ça. Et surtout, tu l'as dit tout à l'heure, j'insiste là-dessus, la colonisation, la domination, c'est la recherche constante du consensus. Le fait de nous demander d'être unis dans quelque chose, c'est déjà un piège, c'est une trappe. Le dissensus, c'est de là que vient l'intelligence collective. C'est quand on n'est pas d'accord et qu'on arrive à en parler et qu'on arrive à se dire, bon, ben, toi, tu veux pas faire ça, mais moi, je veux faire ça. Comment on peut faire cohabiter nos deux ambitions pour le bien de la Guadeloupe? Et bien là, on est dans une démarche de faire peuple et d'une décolonisation de la pensée et des agissements. Alors, c'est la dernière question que je vais poser à Nelly. Nelly, vous allez retourner bientôt au Mexique, retourner avec vos enfants et vivre là-bas. Tout ce que vous avez entendu, vécu ces jours en Guadeloupe, qu'est-ce que ça va vous apporter par rapport aux thématiques, aux problématiques que vous avez par rapport à la transmission et à la guadeloupéanitude des enfants? Même pas de vous, de parler des enfants seulement. Moi, je repars avec beaucoup d'espoir, en réalité. Quand je suis venue ici, on parle de la décolonisation de la pensée, et le dit très justement Mathieu. C'est l'idée de faire peuple, d'être ensemble, d'être unis et accepter finalement nos différences. Et je repars avec cette sensation, même si je sais que mes enfants vivent avec cette idée d'un pied ici, un pied l'autre, avec cette sensation que oui, il y a un peuple, on appartient. Et ce sentiment d'appartenance qui est si important dans la construction de l'humain, et elle peut s'ouvrir à beaucoup plus d'horizons que ce que j'aurais pu penser. J'ai décolonisé ma pensée en revenant ici. Et je voulais faire aussi écho à ce que disaient justement Maryse et Mathieu, avec une pensée que m'a beaucoup inspirée, et la griotte vagabonde, et une martiniquaise également, qui nous invite aussi à repenser la décolonisation, et non pas avec la référence de la colonisation, mais qui on était avant tout ça. Le temps, la référence du temps est super importante, parce que comment je me perçois en sachant qu'au début, le peuple était roi, et que j'étais roi. Il y a eu un événement, mais cet événement ne me définit pas. Aujourd'hui, comment je reprends ma souveraineté en me pensant roi? On se pense en reine. En tout cas, ce sera le dernier mot de ce débat, premier débat. Maryse, merci de l'avoir initié avec nous ici. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais oui, il y en aura d'autres. Parce qu'on a tellement de choses à dire. Et je voulais même rajouter juste un tout petit mot, que justement la décolonisation, c'est pas uniquement nous, afro-descendants, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde. Voilà, puisque nous vivons avec les Matignons, avec les Békés, avec... voilà. La Guadeloupe est multiculturelle, multicolorée. Voilà. Donc toute personne vivant dans cette société doit se poser les bonnes questions. Tout à fait. Et j'espère que les gens qui nous ont regardés commenceront aussi ce travail personnel, puisqu'on a dit, Mathieu l'a dit, Nelly l'a dit et tu l'as dit aussi, de décolonisation, c'est d'abord soi-même avant l'autre. Merci en tout cas d'être venu. Il est 13h47. On va rapidement voir la conférence de presse du Crédit Agricole pour les 6 jours du Crédit. Et puis on se retrouve tout à l'heure avec notre prochaine chroniqueuse. Je vais parler de Sandy et elle reçoit aujourd'hui Benjamin Corandi. À tout de suite. C'est vraiment ça, une histoire d'amour, 33e édition, mais c'est surtout les 40 ans, depuis 1973, que la course existe. Ce sont des salariés qui se sont mobilisés autour de Charles Bellamy à l'époque et qui ont pu obtenir le feu vert du directeur général, Télème Gédéon, qui a eu la vision de créer un grand événement. C'est l'occasion aussi de lui rendre un hommage puisqu'il nous a quittés le mois dernier. Et c'est vraiment un événement pour l'entreprise qui mobilise l'ensemble des salariés et qui fait constater à la Guadeloupe ce que représente notre entreprise pour le sport, pour l'économie du pays. C'est sûr que c'est
c'est chaque fois un événement différent. On a cette année une nouveauté puisque le deuxième jour, donc les 3 premières étapes, c'est vendredi, samedi prochain. Samedi, on a le mur de Saint-Claude en 2 étapes, 2 tronçons. Et bien sûr, le week-end prochain, où on renouvelle la foire tant attendue par la Guadeloupe, où il y a de nombreux exposants et on attend le maximum de personnes. L'image de manque du Crédit Agricole sera soignée par la population du monde cycliste, qui est le sport le plus populaire de la Guadeloupe. Voilà, c'est vraiment une course très attendue, c'est sûr, du Crédit Agricole. Avant de donner la parole à Sandy, bonjour quand même, Sandy. Bonjour. On salue quand même Benjamin Condi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on vous retrouvera avec Sandy. Pour l'instant, on va faire un petit tour du côté des organisations professionnelles qui étaient en rencontre avec la région et l'association des maires. Reportage Olivier Félix, c'est parti. Bien, les réponses que nous avons eues à travers cette réunion, il y a eu encore un autre engagement, c'est de nous accompagner dans nos démarches au niveau de l'URSSAF et aussi au niveau des services de l'État pour les charges sociales et fiscales. Ce que nous voulons des élus guadeloupéens aujourd'hui, c'est un engagement parce que nous représentons le secteur économique. Cet après-midi, il y a environ 70% du secteur économique qui sont représentés. Et au-delà de ça, l'engagement des élus guadeloupéens, c'est de permettre aux entreprises guadeloupéennes d'être respectées. Déjà pour le délai de paiement, parce qu'on demande d'être à jour de charges sociales et fiscales, nous avons un retard considérable avec certaines collectivités pour le paiement des entreprises qui ont travaillé. Et ces mêmes collectivités nous demandent, pour répondre à un appel d'offres, d'avoir l'attestation fiscale et sociale. Quand on prend au niveau de l'URSSAF, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui vraiment de trouver des solutions puisqu'on n'a pas d'interlocuteur. C'est pourquoi aujourd'hui, les élus du conseil régional et l'association des maires, nous allons faire une démarche commune, puisque nous sommes tous concernés. Nous allons demander une réunion au président du conseil d'administration de l'URSSAF et nous allons demander aussi une rencontre au préfet. Malgré les efforts qui ont été faits aujourd'hui par les collectivités pour relancer l'économie, les difficultés existent et demeurent encore fortement. Donc aujourd'hui, il y a une pression de l'URSSAF, nous disent effectivement les entreprises. Donc nous allons accompagner les entreprises de manière à rencontrer l'URSSAF, nous sommes mis d'accord là-dessus, et pour pouvoir discuter et échanger, nous en tant que, bien sûr, responsables politiques et région est déjà OK là-dessus. Nous allons rencontrer le département pour faire la même proposition et rencontrer bien sûr le conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe pour mettre en place un moratoire, pour mettre en place des délais de paiement et des conditions pour accompagner nos entreprises. Nous allons travailler dans le cadre de la CTAP avec bien sûr la région Guadeloupe sur les problèmes de fonds et les problèmes de trésorerie des communes, de façon à pouvoir effectivement permettre aux communes d'avoir des facilités pour pouvoir payer plus rapidement les entreprises et puis aussi relancer la commande publique et voir tout cela bien sûr avec l'État, la région et le département. Donc nous avons pris date pour nous rencontrer à nouveau dans 2 formats différents. Un premier format bien sûr le cadre de la CTAP et le deuxième format bien sûr avec l'URSSAF. Nous verrons au niveau du SIOM comment traiter les problèmes. Sur l'approche de la fiscalité, il y a déjà un travail qui a commencé. Les fiches seront transmises à l'ensemble des professionnels de manière à voir avec eux comment régler cette situation. Voilà, eh bien, on va être tout de suite dans la chronique, je veux dire, S2M, qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines. Bonjour et bienvenue. Bonjour Danick et bonjour à tous. C'est parti, générique. Bonjour Danick, aujourd'hui nous sommes dans la chronique S2M, c'est un plaisir pour moi de revenir après 2 semaines, pratiquement. Et je reçois aujourd'hui Benjamin Condi qui est pigiste,
chroniqueur sportif. Bonjour Benjamin. Bonjour Sandy. Bonjour Plaisir de te recevoir dans la chronique. Donc voilà, tu nous parleras aujourd'hui de ton parcours. Ça fait d'ailleurs plus de 10 ans que tu es pigiste. Est-ce que tu peux relater un petit peu ton parcours et nous expliquer ce qu'est un pigiste surtout? Aujourd'hui, un pigiste, déjà, je remercie évidemment de ton invitation, mais un pigiste aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui va collaborer avec une rédaction, que ce soit radio, télé, rédaction écrite aussi, qui ne sera pas forcément titulaire d'une carte de presse, d'accord? Qui sera réglé, on va dire, qui sera rémunéré, à la pige tout simplement, donc qui sera soit par un papier, soit par un reportage, ou soit une intervention en direct. Donc oui, ça fait quand même 10 ans que je suis pigiste. Et mon parcours, en fait, il est tout simple, c'est que je tiens quand même à insister que c'est grâce à ma passion qui est le foot, qui m'a permis aujourd'hui de piger pendant plus de 10 ans, effectivement. À l'époque, et je crois que ça remonte même en 2007, ouais, donc ça remonte à plus de 10 ans, la rédaction de France Antilles était friande de ce genre de statut, de personnes qui pouvaient contribuer à rédiger des articles pour eux, surtout sur le foot. Et je me suis senti intéressé et depuis j'ai rencontré pas mal de monde dans le milieu, donc j'ai à peu près fait quelques rédactions notoires comme RCI bien sûr, et aujourd'hui donc je travaille avec Guadeloupe la Première, avec qui ça fonctionne bien. Mais je tiens quand même à rappeler que oui, le rôle de pigiste aujourd'hui, même si tu n'es pas vraiment journaliste, c'est quand même un rôle important, puisque oui, les rédactions sont à la recherche de pigistes qui peuvent à tout moment donc contribuer à l'actualité. Nous avons là un grand critique dans le domaine du football. Et donc, tu fais essentiellement des commentaires Alors non, oui, essentiellement commentaires oui, de match. On va dire oui. Donc radio, télé, oui, ça m'arrive de faire assez souvent donc des commentaires de foot. Après, ça peut dépendre aussi d'une autre discipline et tout. Et assez souvent, oui, il m'est arrivé. D'ailleurs, je me voyais pas du tout faire ça au début, mais il m'est arrivé effectivement lors des journées électorales, donc que ce soit les municipales, les législatives, un peu partout. Donc, d'être effectivement reporter pour relater ce qui se passe, les taux de participation en milieu de journée et tout. Et finalement, j'ai découvert une passion à ce niveau-là. Au départ, tu m'aurais dit oui, tu te vois faire des reportages de taux de participation et tout. Je t'aurais dit non, pas du tout, c'est pas mon truc du tout. La politique surtout, c'est pas trop mon truc. Mais au final, j'ai pris plaisir énormément à chaque fois que j'ai été sur le terrain pour parler de ça. Donc oui, je commente essentiellement, mais ça m'arrive aussi de toucher à autre chose. Très bien. Après t'avoir déjà écouté, on sent effectivement la passion. C'est quelque chose. Je ne sais pas si tu as déjà écouté Benjamin lorsqu'il commente un match, mais c'est vraiment un déchaînement total. Il faut être passionné. Déjà, c'est un métier, il faut être passionné. Ça, et je vais reprendre la balle au rebond. Effectivement, je pars du principe que peu importe le travail que tu fais, il faut effectivement que tu sois passionné. Mais quand effectivement, c'est déjà, tu commentes le sport que tu aimes et tout, voilà. Si tu n'arrives pas à transcender l'auditeur, le téléspectateur derrière, malheureusement tu seras ennuyant, tu vois. Et c'est surtout ça que j'essaie de retransmettre. C'est passionnant, je suis en train de suivre un sport que j'aime avant tout. Donc il faut quand même donner le goût à l'auditeur ou au téléspectateur de le suivre. Mais effectivement, déchaînement, c'est un peu bien grand mot, mais bon. Non, mais alors justement, le fait d'être un critique, ça te dessert plus, ou alors au contraire, ça t'apporte un petit peu plus de crédibilité? Alors effectivement, donc au-delà d'être commentateur, oui, ça m'arrive aussi d'être chroniqueur, donc de faire partie des émissions où on va traiter où on va parler essentiellement de foot. Alors c'est vrai que oui, j'ai souvent été très, comment dirais-je, on m'a souvent dit oui, voilà, que tu étais très exigeant, enfin voilà et tout. Mais après, je pars du principe que la critique ne doit pas être quelque chose qui doit pousser à la susceptibilité des gens. Au contraire, la critique, c'est quelque chose qui va te permettre, comment dirais-je, de pousser à la réflexion, construction, tu vois. Constructive, pardon. Ça permet de te pousser donc à la réflexion. Je pars du principe que c'est pas, si tu vas essayer de camoufler peut-être les failles d'un joueur. Bon, là on prend un exemple et ça va pas forcément lui rendre service, tu vois. Tu es là aussi pour quelque part soulever certaines failles qui vont peut-être être améliorées et qui surtout sont là pour faire avancer les choses, quoi. Donc malheureusement c'est pas toujours compris, mais la critique elle est surtout là pour pousser à la réflexion. Ouais.
Bon, parlons des Guadaboys, justement. Oui, j'allais lui poser une question sur les Guadaboys. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Bon, ils ont été rattrapés par, le classement, la défaite de la Barbade. Barbade. Qu'est-ce qui se passe au niveau des Guadaboys? On a l'impression que ça ne décolle pas. Tu sais, déjà, première chose, j'aimerais savoir, toi, quel est ton positionnement, Danick? C'est-à-dire, quand tu vois cette équipe-là qui n'a pas beaucoup de joueurs locaux, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça te fait quoi comme question? Oui, moi, j'ai joué au foot à l'époque, je sais ce que c'est. Moi, je pense que le football en Guadeloupe, il a baissé. Il a terriblement baissé, pour plusieurs raisons. Soit l'attractivité des clubs, et puis il y a aussi le fait qu'on vient piocher en Guadeloupe ce qu'il y a de bon. Et qu'on très tôt. Et donc, résultat des courses, je ne dis pas que ce qui reste, c'est mauvais, mais enfin, je veux dire, les meilleurs s'en vont et ne reviennent pas. Très tôt. Oui, mais ça doit pas, si tu veux, ça ne doit pas excuser le fait qu'il y a une chose qui est prépondérante dans ce qu'on appelle le foot, tout simplement, c'est qu'il y a l'évolution des cultures. Le football, j'ai pas l'impression qu'il a toujours été, qu'il a évolué dans la conception, tu vois. Au niveau des Guadaboys, tu sais, tu auras un raisonnement pour un sélectionneur, tu auras certainement un raisonnement différent pour le supporter, pour le joueur, pour le dirigeant, tu vois. Là, aujourd'hui, les Guadaboys essaient de se qualifier pour la Gold Cup, ce qui reste quand même une compétition internationale. Il y a 10 ans, ils étaient arrivés pratiquement en demi-finale contre le Mexique. Plus que ça. C'était en 2007. Effectivement, ils étaient arrivés. Mais c'était déjà un autre foot, tu vois, Danick. C'était déjà un autre football. Est-ce qu'on a évolué depuis? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure, en Guadeloupe, au foot local, de fournir à la sélection un joueur du niveau international? Qu'est-ce que tu en penses? Les écoles de foot en Guadeloupe ne sont pas assez performantes. C'est ça le problème. Après, c'est un autre débat. Il y a beaucoup de débats. Il y a plein de choses. Il n'y a pas suffisamment de terrain, les jeunes ne sont pas suffisamment motivés, la formation n'est pas ce qu'elle doit être. Alors, il y a un souci, je vois, c'est que quand on prend les U13, comment on les appelle, c'est ça? Oui, U13, oui. Les U13, le niveau est beaucoup plus... J'ai l'impression que le U13, le niveau est supérieur aux seniors. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors après, tu auras beaucoup d'éducateurs qui vont, au lieu de rentrer dans une politique de résultats, qui vont chercher à jouer. Et ben, moi-même, j'étais dans le milieu, effectivement, j'étais éducateur aussi pendant quelques temps, où à un moment donné, le résultat ne m'intéressait plus. C'est-à-dire que, moins en tout cas que la prestation du joueur ou de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, si tu veux, à ce niveau-là, les mentalités aussi doivent changer. Est-ce que le résultat chez les jeunes doit être effectivement la chose principale, ou alors plutôt le fonctionnement, comment le joueur va se tenir sur un terrain? Enfin voilà, il y a tout ça en fait. Il y a une chose qui est aussi importante. Il y a quelques années de ça, je ne veux pas aller trop loin, le football guadeloupéen était plus latino-américain que européen. L'Europe a pris un autre départ au niveau du football aujourd'hui, est devenu... quand on voit un petit peu les défaites du Brésil, même en Coupe du Monde, etc., on se pose la question. Et quand on voit un petit peu ce qui se passe en Afrique avec les équipes africaines qui jouent en Europe et qui arrivent à un certain nombre de résultats, alors on se demande vers où se va l'inspiration des formateurs guadeloupéens. Est-ce qu'ils vont vers l'Europe, vers les latino-américains, vers l'Angleterre, etc., vers l'Espagne? Il y a plein de questions qui se posent et qui ne sont pas résolues. Tu sais, tu as une génération, on va dire, au-delà de la cinquantaine, qui a pris pour modèle le Brésil. Le Brésil de Pelé et tout. Donc, quelque part, c'était notre modèle. C'était une époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'est plus à ce stade-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais effectivement, le football européen, aujourd'hui, est le football qui domine. Et derrière, il est carré, il y a moins de fioritures. C'est normal, parce qu'il y a forcément aussi beaucoup plus de moyens, il y a beaucoup plus de droits télé qui se disputent. Donc là, pour le coup, tu vas générer beaucoup plus de recettes. Donc forcément, le football l'aspect économique aussi qui est important. Dominer, du football. En Guadeloupe, un jeune qui veut faire du football, on lui donne une paire de boboles, ça suffit pas, quoi. Benjamin, pour terminer, est-ce que tu y crois justement à la qualification? Bien sûr. Tu y crois? D'accord. Il faut y croire. Ça va être difficile. On va savoir dès demain déjà contre qui la Guadeloupe va rencontrer. Ce sera susceptible de jouer au mois de juin. Et il faut y croire. Si tu y crois pas, c'est pas la peine d'y aller. C'est pas contre le Costa Rica. Parisien ou Marseillais?
parisien, oui. Très bien. Très exigeant, très déçu de cette équipe. Bon, on organisera un débat. Enfin bref, on va pas faire le débat aujourd'hui. Ouais. Merci Benjamin. Oui, beaucoup de choses à dire. Oui, effectivement. Oui, je pense que oui, un débat. Oui, il faudra un jour organiser un débat. Oui. Mais pourquoi pas? Le foot est large, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, oui. Je pense que c'est nécessaire parce que le public même va de moins en moins sur les terrains et ça aussi c'est un problème. En tout cas, merci Sandy. Merci à Benjamin. Merci, c'est moi. Ouais, c'était intéressant. On est à la fin du ZCL aujourd'hui. Je rappelle, en début du ZCL, on a reçu 2 personnes de la CCIG, Mme Sylvine Némourin et M. Sidi Kangol. Pourquoi? C'est simplement parce qu'il va y avoir, à partir du 25, une série de rencontres et de tables rondes sur la question de la transmission des entreprises. Sandy, si un jour tu veux transmettre ton entreprise, c'est 5 ans avant, il faut y penser. Très bien. Oui, c'est ce qui a été dit. On a reçu ensuite Marie-Zizima Mirin, Mathieu Gama et Nelly Bordelais pour un débat sur la décolonisation de la pensée qui vient de se terminer, qui était assez intéressant. Et puis, avec Benjamin et Sandy, on était dans le S2M. On parlait de foot. On parlait de foot. On ne va pas citer la personne qu'on ne voit pas. Voilà, une très belle jeune femme. Sinon, l'actualité, c'était la réunion entre l'Agence des 50 pas géométriques et les maires de Basse-Terre sur le transfert des terrains vers l'État. C'est encore très délicat. Les gens qui habitent au bord de la mer, effectivement, ne vont pas lâcher leur maison du jour au lendemain. Ça, c'est une question qui se pose. La rencontre entre les organisations professionnelles, la région, l'association des maires, c'est fait. Et puis, on est allé faire un petit tour du côté du Crédit Agricole. Tu t'intéresses pas au cyclisme, toi, pour l'instant, non? Un peu moins. Les 6 jours du Crédit Agricole débute très prochainement. Et avec ça, on vous remercie. On se retrouve demain. La réalisation était assurée par Jordan. Puis bon appétit si on a encore au déjeuner comme moi. Et puis on se retrouve demain à 12h30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Sandy. Et à bientôt. À bientôt, à jeudi prochain. Pour voir le spectacle de Winnie Kaona et de Missé Sadik. C'est dit.